Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vendredi 14 juin 1940, au petit matin. C'est une journée printanière qui commence à Paris, mais une journée d'angoisse. Les Parisiens ont pris les routes de l'Exode devant cette menace. Les Allemands ne vont plus tarder, ils sont là. Ils se rapprochent et de fait, l'ennemi pénètre dans la capitale à 5h30 du matin, par la rue de Flandre, les gares du nord et de l'est, la rue Lafayette. La Wehrmacht se répand comme ça un peu sur tous les axes. Les troupes motorisées, les chars défilent sans rencontrer la moindre résistance. Et un peu avant 9h30, à 9h25 exactement, une unité allemande emprunte la rue du Faubourg Saint-Honoré. Une autre colonne de motos et de sidecars avec les soldats casqués arrive depuis la Concorde. Elle passe par l'avenue Gabriel et tourne sur la droite, rue de l'Élysée, pour longer les jardins et le palais avant de se présenter devant la grille d'honneur du palais présidentiel. C'est fait. Le temple de la Troisième République est cerné. D'ailleurs, à cette heure, il est vidé de la plupart de ses occupants. Alors, il y a un sous-officier allemand qui est là devant la grille. « Oh, ouvrez !» ordonne-t-il. Et derrière, à la porte du 55 Faubourg Saint-Honoré, se tient Jean-Baptiste Hanoteau. C'est le concierge du palais. Il a 50 ans, une petite moustache, le sourire facile. Il s'est beaucoup battu courageusement pendant la Grande Guerre. Il a reçu même un éclat d'obus à la tête. Il est médaillé militaire, décoré de la Croix de guerre, de la médaille du combattant et de la médaille des mutilés. Tout ça lui a valu d'être recruté par le président Poincaré comme agent intérimaire de l'Élysée. Il l'a été dès le 1er juillet 1918, c'est-à-dire avant la fin de la Grande Guerre. Depuis, le palais est un peu devenu sa maison. Et il a servi, Jean-Baptiste Hanoteau, tous les présidents de l'entre-deux-guerres jusqu'au président actuel, jusqu'à Albert Lebrun, qui vient de faire ses malles. Alors pourquoi est-ce que je m'attarde comme ça sur Jean-Baptiste Hanoteau ? Bien, parce qu'il va jouer un rôle central dans cette histoire. Il devait confier ses souvenirs de l'occupation à un journaliste de France Soir après la guerre, et grâce à ses souvenirs, nous en savons un peu plus sur l'Élysée fantôme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le journaliste François d'Orcival et académicien François d'Orcival, auteur en 2011 de l'Élysée fantôme, les années noires, nous permet de lever le voile sur cette période assez extraordinaire dans le palais présidentiel, resté vide, même si se sont tramés dans ses murs un certain nombre de coups politiques. Donc, ce 14 juin 1940, Jean-Baptiste Hanoteau est bien obligé de laisser entrer les Allemands. Il y avait encore à l'époque le drapeau tricolore sur le mât de l'entrée du palais. On le retire, bien entendu, on abaisse les couleurs. Aucun soldat étranger n'avait envahi cette cour depuis mars 1871. Depuis la défaite de Napoléon III contre les Prussiens, le siège de Paris et l'entrée des Prussiens dans Paris après les conventions d'armistice. C'est donc un choc. Le sous-officier allemand demande à hisser les couleurs nazies sur le mât central qui est laissé nu par le départ du président français. Ça, c'est l'humiliation. Dans la cour, les soldats allemands crient « Heil Hitler » et Hanoteau, lui, fond en larmes. Le président Albert Lebrun est parti quelques jours plus tôt, le dimanche 9 juin 1940. Il faut dire que l'offensive avait commencé bien sûr le 10 mai, donc 37 jours plus tôt. Le président, ce matin-là, a lu les journaux comme tous les jours et le petit Parisien déclarait « La plus grande bataille de la guerre s'est déroulée hier ». Quant au Figaro, il titrait « L'armée allemande atteint son paroxysme ». Et le président s'est tourné vers le préfet André Magre, secrétaire général de la présidence, qui était là depuis 10 ans. « Combien de temps nous reste-t-il ?»« 10 jours, monsieur le président, peut-être 3. Le mobilier, tous les objets d'art ont été envoyés à Aubusson, l'argenterie et tous les précieux services aussi. Le président a même ordonné de détruire les archives qu'il était impossible de mettre à l'abri parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Et on a préparé un conseil des ministres prévu à 5h de l'après-midi qui a été retardé à 9h du soir avec, pour ordre du jour, le déroulement de la guerre bien sûr et le plan d'évacuation de Paris. Cette fois, tout le monde en a été convaincu, il allait falloir partir.
Il y avait un grand absent à ce conseil, évidemment, c'est le tout nouveau général de brigade Charles de Gaulle, qui était sous-secrétaire d'État à la guerre. Le président du conseil, Paul Reynaud, venait de l'envoyer à Londres pour essayer de convaincre Churchill d'expédier des hommes, des avions en France, etc. En revanche, le maréchal Pétain, lui, était là. Il a été nommé à ce moment-là vice-président du conseil depuis le 19 mai. Toutes les personnes présentes affichaient des têtes d'enterrement, bien entendu, et l'on a décidé le repli du gouvernement, d'abord vers la Touraine, et puis vous savez ce qu'il devait en être, vers Bordeaux, comme en 14. Albert Lebrun, cette nuit-là, n'a pas dormi, et à 6 heures du matin, son valet de chambre l'a réveillé. « Monsieur le Président, il est temps de partir ». La voiture du chef de l'État l'attendait au pied de la verrière, parce qu'à l'époque, il y avait une verrière sur le grand perron, dans la cour d'honneur. Le concierge a ouvert la porte à double battant. Le piquet d'honneur a salué. 7 heures du matin, ce 10 juin, le président est monté dans sa voiture, il est parti, et l'Élysée pouvait devenir une maison fantôme. Vous écoutez Radio Classique. Donc le 14 juin, l'Élysée est aux mains des Allemands, les soldats font du palais une véritable forteresse, ils vont placer des mitrailleuses, d'ailleurs ils vont même installer une batterie anti-aérienne, vous savez, bon, on l'a fait dans la plupart des monuments de Paris. Un jeune officier est arrivé pour prendre le commandement du palais. La première chose qu'il a faite, c'est de faire prisonnier les 8 gardes républicains qui étaient encore là sur place. Il se fait donner toutes les clés. Il faut se battre avec un énorme trousseau. Il coupe les lignes téléphoniques. À Berlin, le Völkische Beobachter titre « Paris était la cité de la frivolité et de la corruption où les Juifs avaient leurs entrées à l'Élysée et les nègres dans les salons. Ce Paris-là ne se relèvera pas ». Et le samedi 15 juin, c'est un colonel qui se présente cette fois devant l'entrée. Incroyable nouvelle, l'état-major allemand a décidé de transformer l'Élysée en prison. Alors là, après l'humiliation, c'est la honte. À 17 heures, ce sont plus de 800 fantassins capturés qui sont ainsi rassemblés par les Allemands à l'Élysée. Parmi eux, de grands blessés, des tirailleurs sénégalais qui avaient été les derniers à se battre le soir du 13 juin à Sarcelles. Et donc ce samedi 15 juin, au crépuscule, les Allemands se disent ça se passe mal, qu'il y a un début de rébellion. Ils font feu et un jeune caporal auvergnat qui est blessé à la tête va être achevé à coups de crosse sous les yeux de ses frères d'armes. Voilà ce qui se passe à l'Élysée. Vous avez bien compris que tout ça se passe dans l'ancien palais présidentiel. Et un deuxième prisonnier d'ailleurs sera tué dans la nuit. Et puis au matin du 18 juin, des camions reviennent, les grands camions bâchés, vous savez, ils viennent chercher les prisonniers et les transférer au camp de la Croix de Berny, au sud de Paris donc. Après cette évacuation, les Allemands se retirent et ne laissent sur place qu'une garde légère. De toute façon, ça y est, le Troisième Reich a gagné. Le Führer va pouvoir effectuer sa visite éclair dans la capitale. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça, l'opéra, le Trocadéro, mais il ne me demandera même pas à voir l'Élysée. Le vendredi 28 juin, les derniers soldats allemands qui gardaient le palais vont le quitter avec leur drapeau. Même la croix gammée a été descendue. Il faut vous dire que l'article 3 de la Convention d'armistice prévoit que, je cite, « Le gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé ou bien, s'il le désire, de le transférer même à Paris. » Et ça, c'est la décision pour laquelle le commandement militaire allemand n'a pas hissé les couleurs allemandes sur un certain nombre de lieux de pouvoir, que ce soit Matignon, le ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay donc, ou l'Élysée. La vérité, c'est que l'État français est dirigé depuis Vichy maintenant, au pavillon Sévigné, que les ministres s'empressent de surnommer d'ailleurs le Petit Élysée. Albert Lebrun n'est plus président, puisque depuis le 10 juillet et le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, la Troisième République est partie en fumée. Et à l'automne, le maréchal, après avoir serré à Montoire la main du Führer, s'engage dans la voie de la collaboration. Vous connaissez l'expression. Laval veut ramener le gouvernement à Paris, lui-même se voit très bien à Matignon, il pense que l'Élysée pourrait accueillir Pétain, mais à Vichy, cette idée-là n'est pas du goût de tout le monde. L'ambition de Laval, dès le début, vous le savez, est vue d'un mauvais œil par d'autres ministres qui vont finir par s'allier pour le faire chuter. En convainquant Pétain, bien sûr, Laval sera contraint à la démission. Il est arrêté, assigné à résidence chez lui à Châteldon, en Auvergne.
Et le projet d'installation du gouvernement à Paris a donc fait long feu. Le maréchal va rester à Vichy. En plus, Hitler est furieux du renvoi de Laval. Il raye littéralement l'article 3 de la Convention de l'armistice. Il ne veut plus entendre parler d'un éventuel retour du gouvernement français à Paris. Et ça, c'est le symbole qui dit tout. L'Élysée ne sera même pas chauffé en cet hiver 1941. Il n'empêche, le palais doit rester prêt, au cas où. On envoie donc 2 officiers en avant-garde pour entretenir les lieux et pour les surveiller. Pas question que le palais tombe en ruine, on va même en profiter pour lancer quelques travaux de réfection, notamment la façade du jardin d'hiver, la cour d'honneur, sa fameuse verrière dont je vous parlais. De son côté, l'amiral Darlan a de plus en plus de pouvoir à Vichy. Et en février 1941, il est carrément vice-président du Conseil. Il conserve en même temps ses fonctions, il est aussi ministre des Affaires étrangères de la Défense nationale, et il conserve ses fonctions d'amiral de la flotte, autant dire qu'il est vraiment le dauphin maintenant du maréchal Pétain. Et quand Darlan vient à Paris, il ne réside pas à l'hôtel Matignon, mais au Bristol, à l'hôtel Bristol, qui se trouve tout près de l'Élysée, au 112 de la rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est là qu'il essaie de se couvrir à la fois du côté allemand et du côté américain. Vous connaissez le jeu trouble et complexe de Darlan, là aussi, on a eu l'occasion d'en parler. Il sait que ses jours sont comptés au gouvernement Darlan. Et d'ailleurs, sa démission est acquise le 17 avril 1942. C'est le retour de Pierre Laval aux affaires. Darlan n'a pas dit son dernier mot. Le maréchal l'a nommé commandant en chef des forces françaises. C'est vrai que l'armée qu'il commande est un peu réduite, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a de quoi tenir tête institutionnellement à Laval. Et alors que Laval réside à Matignon quand il vient à Paris, lors de ses séjours dans la capitale, Darlan va s'attribuer l'Élysée. Ce choix, d'ailleurs, il ne l'a pas fait seul, l'amiral Darlan. Il l'a fait avec son petit entourage. Mais en revanche, il n'a pas prévenu Vichy, il n'a pas prévenu le maréchal qui quand même a froncé les sourcils. Darlan entre à l'Élysée le 29 avril 1942. Au palais, il demande qu'on remeuble les salons. Il choisit pour lui le bureau des ambassadeurs. Il fait aussi réaménager le salon Murat, le salon de l'hémicycle. Il demande au chef du service intérieur d'Albert Lebrun, qui s'appelait Marchal, de reprendre ses activités, de revenir à l'Élysée et de réinstaller les tapisseries et les mobiliers et les objets d'art, etc., jusqu'à l'argenterie. À l'Élysée, l'amiral fait de la politique, tout simplement. Il va même recevoir en grande pompe le maréchal von Rundstedt, qui est le commandant en chef de la Wehrmacht pour l'ensemble du front occidental. Bref, il est en train d'acquérir, grâce à l'Élysée, une espèce de statut nouveau qui impatiente beaucoup Laval. Pour lui, il est temps que cette occupation sans titre, n'est-ce pas, vienne à son terme. Il réussit à obtenir du maréchal l'expulsion de Darlan du palais de l'Élysée. Et effectivement, pour Darlan, tout se gâte quand a lieu le débarquement, vous savez, allié en Afrique du Nord. Le maréchal est trahi par son dauphin à ce moment-là, puisque Darlan décide de rejoindre les Alliés. Hitler est furieux, il envahit l'ensemble du territoire. Toute la zone libre désormais est envahie par les Allemands. Pétain n'est plus à la tête que d'un État fantoche. Quant au palais de l'Élysée, alors là, vraiment, il n'a plus de raison d'être. Il va pouvoir tranquillement retomber dans sa léthargie. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors évidemment, pendant toute l'année 43, on voit les forces allemandes qui reculent un peu partout. On prépare presque même déjà le débarquement. Il y en a eu qui ont eu lieu. À Vichy, on commence à réfléchir à une porte de sortie honorable. On voudrait faire en sorte que ce soit le maréchal en personne qui accueille l'état-major des forces alliées à Paris. On pense à ça sérieusement à Vichy. Et d'ailleurs, on imagine sérieusement
l'installation du maréchal à l'Élysée. Ça permettrait d'asseoir ce qui peut lui rester de légitimité. Il faut vous dire que depuis Darlan, donc, le palais est retombé dans une espèce de léthargie. Il va sortir de son sommeil en juillet 44. Notre concierge, là, vous vous rappelez, Jean-Baptiste Hanoteau, il se souvient de l'arrivée de plusieurs militaires et policiers qui sont arrivés de Vichy. Et puis, dès le 3 août, on s'est beaucoup activé. Il a fallu remeubler d'urgence l'ensemble du palais, installer des lits qu'on a eu de la peine à trouver dans les grands magasins parisiens. Vous imaginez l'ambiance de cet été 1944 à Paris. Finalement, le projet a avorté. Et bien que l'Élysée ait été envisagé par le maréchal lui-même, eh bien, il n'en sera rien. Le dimanche 20 août, le colonel Barré, celui qui avait fait préparer la chambre de Pétain à l'Élysée, assiste depuis l'hôtel du Parc à Vichy au départ du cortège qui va emmener le chef de l'État français vers l'est de la France, entouré d'une double colonne de voitures allemandes. Bref, toute cette histoire-là est terminée. Et l'Élysée, de nouveau, n'est pas devenu ce qu'on espérait faire de lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 24 août au matin, les gardes républicains sont chargés d'investir l'ancien palais présidentiel. Une section d'une 30aine d'hommes commandée par le lieutenant Meunier prend position vers 17h. Et cette fois, c'est bien de libération qu'il est question. Hanoteau est toujours là, il surgit de la loge d'entrée pour ouvrir en grand la porte. Il accueille les libérateurs avec joie, bien sûr. À l'intérieur du palais, on retrouve les policiers arrivés de Vichy 3 semaines plus tôt. Ils venaient, eux, recevoir le maréchal, et comme ils n'ont pas reçu d'autres consignes, eh bien, ils sont restés sur place. Immédiatement, on les met en état d'arrestation. Ils n'opposent pas de résistance. Et à 10h du soir, le lieutenant Meunier fait sonner le clairon. Et la Marseillaise va pouvoir retentir. Et dès le lendemain matin, l'Élysée se pare de ses couleurs tricolores. Il faut dire que le général de Gaulle est arrivé dans la capitale. Il n'a pas voulu de l'Élysée. Son cortège s'est directement dirigé vers ce qui avait été son dernier bureau en dernier recours au moment de l'invasion, c'est-à-dire le ministère de la guerre, rue Saint-Dominique. Il ne veut pas du palais parce qu'il n'est pas président de la République. Il pense qu'occuper ces lieux, ça entraînerait d'abord beaucoup de coûts et puis ça pourrait avoir quelque chose de choquant de tous les points de vue. En coulisses, le fidèle et dévoué directeur de cabinet du général, le Gaston Palevski, s'active dès le début de l'année 45, néanmoins, pour remettre en état le palais du futur président de la République. Et progressivement, l'Élysée retrouve des couleurs. Quand la 4e République va naître en octobre 46, on aura refait complètement le système électrique, les chaudières auront été réparées et bien sûr que le grand mobilier aura retrouvé sa place. L'huissier est là, au rendez-vous, il s'appelle Michel Toulevent. Il a 25 ans de service. Le 12 novembre 1946, il peut accueillir les journalistes, les photographes. Il va d'ailleurs faire la une du Figaro le lendemain. L'architecte en chef, Jean Desmarais, voulait montrer à la presse le résultat de tous ses travaux. Pour autant, l'Élysée n'a pas encore retrouvé de président. Il va falloir attendre le 16 janvier 47 à 18h30 pour que se présente, on a envie de dire ouf, depuis le départ du président Albert Lebrun, vous avez vu toutes ces tribulations, ces faux départs et ces occupations un peu abusives, eh bien, ça y est, on va pouvoir accueillir un nouveau président de la République, c'est Vincent Auriol, bien entendu, qui est arrivé en voiture de Versailles, où il vient d'être élu, bien sûr, encadré par la cavalerie de la garde républicaine, grand appareil, grande allure, et bientôt, 300 personnes vont pouvoir retrouver leur place dans les différents bureaux de l'Élysée. Ça fait, entre parenthèses, 100 personnes de plus que du temps du président Lebrun. L'Élysée est redevenu une sorte de ruche, ça fourmille dans tous les sens. Le palais est de nouveau le cœur battant de la République. 7 années se sont écoulées, entre parenthèses, entre le départ d'un président et l'arrivée de l'autre. C'est un septennat, ça, cette année. Vous écoutez Radio Classique.